Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux besoins de changement et à la démission. Tout d'abord, un grand merci. Merci d'avoir répondu présent et en nombre pour ce dernier webinaire de l'année. Nous savons que c'est un webinaire qui a suscité de l'intérêt. Vous aurez d'ailleurs l'occasion tout au long de notre échange de pouvoir adosser vos questions sur le chat qui se trouve à droite de la plateforme et nous prendrons le temps et tenterons de répondre avec la plus grande précision possible dans une seconde partie. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Julien Ridet pour animer cette session. Je laisserai se présenter, bien entendu. Pour ma part et rapidement, je suis Céline Desjouy. Je suis présente dans le groupe depuis bientôt 13 ans. Je suis manager exécutif senior chez Michael Page à Lyon pour les métiers du commerce, du marketing, mais également des métiers de l'ingénieur et de la supply. Voilà, Julien, je te laisse la main. Merci Céline, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Céline, ravi de co-animer ce webinaire avec toi et ravi d'être parmi vous. Donc moi je suis Julien Ridet, directeur chez Page Personnel. J'interviens principalement sur les métiers de la relation client, des achats et de la supply chain et j'ai le plaisir d'être accompagné d'une équipe de 40 consultants répartis sur l'ensemble des départements de l'Île-de-France pour en effet servir nos clients et nos candidats. Voilà. Alors, avant tout, on vous propose une présentation succincte de notre groupe. Pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webinaires ou qui nous connaissent déjà, ça va être peut-être un peu de redite. Et pour les autres, ça vous apportera une vision plus globale et plus précise aussi de notre champ d'action. Page Group, c'est le leader aujourd'hui du recrutement et de l'intérim spécialisé en France et en Europe. Page aujourd'hui est constitué de différentes marques qui chacune s'adresse à une cible de candidats spécifiques. Donc, vous avez Page Personnel qui s'adresse à des cadres de premier niveau, techniciens et employés qualifiés. Vous avez Michael Page qui va s'adresser à des cadres confirmés. Page Exécutif en haut de la pyramide qui va s'adresser à des cadres dirigeants. Et puis, vous le voyez, vous avez Page Outsourcing qui est notre marque de RPO qui s'adresse à des recrutements volumiques. Nous sommes présents en France depuis plus de 35 ans maintenant, avec des implantations sur l'ensemble du territoire national et, composé de consultants spécialisés par métier ou par secteur d'activité pour et avoir le but en tout cas de pouvoir vous proposer d'avoir une meilleure perception et compréhension de vos projets, de vos attentes et une meilleure compréhension également des besoins et des attentes de nos clients. Je vais du coup entamer alors un peu quelques éléments sur le phénomène de la grande démission et passer quelques mots là-dessus. Effectivement, on constate un phénomène de grande démission qui en fait a trouvé d'ailleurs son actualité plutôt aux États-Unis avec la notion de Big Quits, qui est un phénomène qui est apparu en France mais pas du tout sous le même couvert on a pu retrouver aux États-Unis. Vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'entend. Ça y est, me revoilà, excusez-moi. J'ai en effet eu Hein. une déconnexion, mais je suis de retour. Merci en tout cas, Céline, d'avoir repris la main. Désolé à toutes et tous pour ce petit désagrément. Donc aujourd'hui, en effet, on va évoquer le phénomène de la grande démission. Donc je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à en entendre parler, mais en réalité, de quoi parle-t-on quand on parle de grande démission? Donc la grande démission est une expression qui est apparue aux États-Unis au printemps 2021 et qui faisait écho à l'après-Covid, avec notamment plus de 47 millions de démissions enregistrées, comme je le disais, aux États-Unis. En France, on parle également de ce phénomène de grande démission, mais concrètement, les chiffres sont clairement pas comparables. Selon les données de la DARES, on parle plutôt de 520 000 personnes qui ont quitté leur emploi sur l'année 2022. Alors certes, c'est un chiffre qui reste élevé, mais je tiens à vous rassurer, c'est un chiffre qui n'est pas non plus inédit. Donc on parle principalement d'un phénomène qui va être conjoncturel, cyclique. Le taux de démission est souvent bas durant les crises et augmente notamment pendant les périodes de reprise. Alors quand on évoque en effet cette réalité, on se rend compte que le nombre de démissions reste inférieur aux crises que nous avons pu connaître en 2001 et 2008, où le nombre de démissions était beaucoup plus élevé. Donc dans ce contexte favorable, et c'est ce que je peux indiquer en effet en termes de données, on se rend compte qu'un salarié sur 5 a l'intention de quitter son entreprise dans les 12 prochains mois, et que cet indicateur est encore plus fort chez les jeunes générations, avec 42% qui affichent des amphis d'ailleurs. Donc vous voyez sur le côté, en effet, une notion qui est encore plus forte
chez les 18-24 ans versus une autre catégorie, les plus de 50 ans. Donc globalement, le nombre de démissions reflète la dynamique du marché et va quelque part changer l'angle d'approche avec un pouvoir de négociation qui, bien entendu, se modifie en faveur des salariés et non des candidats. Sur la partie dynamisme de marché, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est toujours moi qui présente, non, c'est pas moi Non, c'est qui. moi qui ai pris la main du coup, Julien, suite aux petits soucis techniques, je me suis permise de Super. reprendre le relais. Je te laisse à ce moment-là basculer sur le prochain slide. Donc aujourd'hui, sans vouloir refaire l'histoire de manière globale, en effet, la crise sanitaire a un petit peu rebattu les cartes, notamment depuis le premier confinement, avec une reprise en effet du PIB et un offre d'offres qui, dès 2021, était déjà supérieur à 2019. Donc 2022 n'a pas dérogé à la règle, malgré, et là je pense que vous êtes tous en effet au courant d'un contexte économique actuel assez particulier, avec des tensions de guerre en Ukraine, de difficultés d'approvisionnement, d'inflation ou encore de crise énergétique à laquelle on est tous confrontés, en espérant qu'on gardera en effet du chauffage pour cet hiver. Donc aujourd'hui, il y a trois indicateurs qui sont en mesure d'expliquer cette tendance. Premièrement, c'est le taux de chômage qui est particulièrement bas. Donc on est sur un taux de chômage qui oscille entre 7,4 et 7,3% depuis le début de l'année. Mais il faut noter qu'on est un point inférieur à ce qu'on pouvait connaître avant crise. Le deuxième est le taux d'emploi, qui est au plus haut depuis la création de cet indicateur, qui remonte à 1975 par l'INSEE et qui est de 68,3%. Et ensuite, un nombre d'embauches qui continue de progresser avec une progression aux alentours de 6,3% sur l'année, ce qui nous donne à peu près 18% de plus que le dernier trimestre d'avant-crise. Et si on fait un petit focus sur la partie cadre, on est plutôt à 16% par rapport au début d'année. Donc comme vous l'aurez compris, on parle majoritairement d'un rééquilibrage qui va être lié et à une reprise de l'économie, couplé à une relance de l'activité des entreprises en effet de main-d'œuvre et de recrutement, qui va entraîner en ricochet une augmentation des opportunités et donc une forte volatilité des talents. On va revenir sur les nouvelles attentes. Alors, moi, j'ai peut-être encore un problème parce que je ne vois pas le slide Oui, alors on est sur le bouger. slide des nouvelles attentes, donc D'accord, je donc c'est un slide que je ne vois pas. Mais sur cette notion des nouvelles attentes, là encore, pas de très grande surprise. On se rend compte que les nouvelles tendances ont été affirmées et voire même élargies à l'ensemble de la population avec ce phénomène de télétravail, de crise sanitaire. Et donc, on a relevé trois principales en effet attentes. La première étant la quête de sens et l'utilité. Avant, le levier principal était le salaire, autrement dit, le prix qu'on était capable de donner pour qu'un salarié puisse réaliser son travail. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, l'angle n'est pas le même et on va plutôt parler de la valeur et derrière la valeur, on va parler de l'utilité pour le salarié. Donc de plus en plus de candidats aujourd'hui se renseignent sur les valeurs de l'entreprise qui doivent être compatibles avec les leurs, l'attractivité de l'entreprise, ses différences et également son engagement sociétal et environnemental. D'ailleurs, on souligne que d'après une étude qu'on a pu mener entre janvier et de mémoire avril au sein de PageGroup, 69% des personnes qu'on avait pu interroger déclarent qu'il est très important pour eux de travailler dans une entreprise engagée, que ce soit en effet au niveau sociétal, environnemental ou notamment au niveau écologique. Le deuxième aspect est vraiment la notion d'épanouissement et de bien-être. Encore une fois, on va parler d'équilibre de vie, de bien-être, de santé mentale qui aujourd'hui sont au cœur des enjeux des ressources humaines et notamment des préoccupations des candidats. L'hyper-digitalisation qu'on a connue avec notamment l'input qui a pu être donné par les jeunes générations, le droit à la connexion a par moment créé un déséquilibre dans la répartition des temps de vie, ayant pour conséquence une augmentation des burn-out, du surmenage et notamment du sentiment de solitude très lié à la notion de télétravail. Autre élément important, on parle de flexibilité, d'autonomie, de télétravail qui pour 58% des candidats est une attente forte. Et on voit là une très forte attente, comme je le disais, avec une progression qui est de 9 points supérieure à 2019. Enfin, je finirai par l'environnement de travail, qui est lui aussi dans cette recherche d'épanouissement, de bien-être. On se rend compte que les collaborateurs, les collaboratrices ont besoin et de retourner au travail et en plus d'être stimulés avec des espaces
qui sont plus collaboratifs, qui favorisent le lien social et qui ont en effet pour objectif, de créer, une dynamique, plus collective, ce qui a pu manquer, ces dernières années. Le dernier point est la formation. La formation, le besoin de se développer, aujourd'hui, ça pose comme un indicateur fort, dans l'engagement, dans la durée des collaborateurs. En effet, ils sont plus de 93 à indiquer que c'est un critère qui est décisif dans le choix final de l'entreprise avec laquelle ils vont, en effet décider de poursuivre. Alors derrière la formation, on parle de programmes de formation adaptés, de faire monter en compétences, en tout cas les salariés, de diversifier les projets ou les missions, de responsabiliser les salariés ou également d'élaborer des plans de carrière. Ça va, également aussi avec, des moments d'échange pour évoquer les aspirations et notamment les actions qui peuvent être associées, par rapport à ces différentes aspirations. Je te redonne la main, Céline. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va aborder la 2e partie, qui est finalement, j'ai envie de dire le cœur aussi, hein, de ce webinaire qui, aborde comment bien quitter son emploi en se posant, finalement toutes les questions nécessaires à un changement de poste réussi. Alors j'aurais envie de débuter par un chiffre à mettre en lumière, c'est que selon une étude PageGroup, 67 des Français ont déjà quitté, un emploi. C'est vrai que combien de fois on a pu se dire, bah, je change de travail, combien de fois cela a pu être remis à plus tard, on a pu hésiter ou justement on a pris cette décision, mais en finalement en ayant un projet qui soit trop peu mature ou finalement mal défini. Je vais, certainement enfoncer des portes ouvertes, sur ces éléments, mais il est primordial de se poser les bonnes questions avant toute décision. Nous-mêmes, lorsque, dans notre position de recruteur, lorsque nous échangeons avec vous, lorsque nous vous contactons, on est là pour définir, vous, questionner, mais vous questionner aussi sur, votre projet, vos attentes, ce vers quoi vous avez envie de tendre demain. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous et pour vous, de définir les critères qui, motivent votre départ et puis donc potentiellement une démission. Les questions, elles peuvent être, de différentes sortes. On en a affiché, quelques-unes là sur le slide, qui sont de l'ordre de, depuis combien de temps finalement cette envie de changement demeure? Est-ce que c'est, passager? À quoi cela tient-il? Est-ce que c'est lié à un style de management? Est-ce que c'est lié à des perspectives d'évolution bouchées, à un contexte d'entreprise, compliqué à un instant T, un équilibre vie pro, vie perso qui n'est pas au rendez-vous, de vos attentes? Est-ce que vous avez le sentiment justement que vous êtes arrivé au bout d'un modèle, au bout d'un poste? Et puis, est-ce que finalement, quitter mon poste, bah, c'est la bonne solution, aujourd'hui à ma situation actuelle? Bon, très clairement difficile, on n'a pas de boule de cristal, c'est toujours très compliqué, de se poser ces questions-là, mais ça a le mérite d'être posé, d'être réfléchi, d'être pensé pour prendre une décision, éclairée. Et puis, ça aboutit aussi à 2 autres questions qui sont, suis-je finalement aussi en capacité, d'assumer, cette décision financièrement? Et puis, que faire ensuite, pour atteindre l'objectif fixé? Comme Julien l'évoquait, le salaire aujourd'hui n'est plus le seul facteur, qui pousse à la démission. Pour beaucoup de candidats et vous le voyez avec, quelques éléments chiffrés là également, il s'agit avant tout d'aller acquérir de nouvelles responsabilités, d'évoluer professionnellement, mais on retrouve également beaucoup, des raisons personnelles comme la mobilité, géographique, ou encore un manque d'adéquation avec, les valeurs et le mode de fonctionnement, qui peut pousser effectivement, au départ. Toutes ces raisons, elles sont légitimes, elles vous sont très personnelles aussi, mais tant qu'elles sont clairement définies et qu'elles s'ancrent dans un projet. Ce cheminement, je vous le disais, il est personnel. Nous, on peut l'accompagner, on peut le guider, en tant que, professionnel, du recrutement, mais on peut, difficilement le définir pour vous. Je finirai sur ce point avec un chiffre qui fera d'ailleurs écho, à la question que vous avez, plébiscitée sur notre sondage, LinkedIn, qui était: «Faut-il toujours attendre d'avoir trouvé un nouveau job avant de démissionner?» Eh bien écoutez, un chiffre intéressant, c'est 42 aujourd'hui ont déjà démissionné sans rien avoir derrière. Donc oui, oui c'est possible, oui ça existe. C'est le driver d'ailleurs n'est pas toujours professionnel et on y reviendra, par la suite, mais les conséquences doivent être pesées et réfléchi. Et pour compléter ce que dit, Oui, Céline, c'est des données qui datent de fin 2021. On constate qu'en moyenne 8 salariés qui ont pu démissionner sur 10 ont retrouvé un emploi dans les 6 mois, tout à fait. à compter de leur date de démission.
Oui, complètement. Merci Julien pour cet élément complémentaire. Alors, quitter son emploi, voilà, la décision est prise. Partir, oui, mais sous quelle forme? Alors, on ne va pas rentrer dans des considérations juridiques, puisque nous ne sommes pas juristes et c'est un peu la limite de notre métier aussi par rapport à ça. Mais on a souhaité mettre en avant ce schéma qui est un bref rappel des différentes formes de rupture de contrat de travail. Comme vous pouvez le constater, ce schéma est issu d'une étude IFOP et qui montre que la démission est aujourd'hui le moyen le plus répandu pour quitter son emploi sans avoir à justifier de sa décision et qui est de votre propre chef, de votre propre initiative. Attention, pour rappel, la démission entraîne aucune indemnité de licenciement, ni ouverture à des droits et à des indemnités chômage, sauf dans certains cas précis. Donc c'est une décision qui n'est pas anodine. Un mot également sur la rupture conventionnelle, qui représente la seconde forme la plus courante de rupture de contrat de travail et qui implique là un accord entre le salarié et l'employeur. Elle se négocie, elle n'est aucunement un acquis et elle va différer d'une structure à une autre, d'une pratique d'entreprise à une autre ou d'une convention collective à une autre. Là encore, difficile pour nous d'acter véritablement avec vous quelle est la meilleure forme, quelle est la bonne forme. Ça va vraiment être lié à ces contextes donnés. Alors aujourd'hui, concrètement, comment bien démissionner? Comment soigner sa sortie? Un départ, ça se prépare. La clé du succès réside principalement dans la communication et on a essayé de vous dresser, les règles qui paraissaient, des règles d'or pour, démissionner dans de bonnes conditions et réussir, ce qu'on appelle le off-boarding. La première des règles, c'est, d'informer sans délai et en tout premier lieu votre N+1. En effet, il est, préférable de prendre un temps d'échange, lors d'un entretien et malgré, tous les éléments de démocratisation du télétravail, une annonce en face à face sera toujours plus chaleureuse, mieux perçue et donc permettra en effet, de d'avoir une discussion beaucoup plus ouverte et beaucoup plus en confiance que si vous aviez, uniquement adressé un recommandé, que votre responsable, recevait, par surprise un lundi matin, en arrivant au travail ou avec un simple SMS sans forcément beaucoup d'explications. La deuxième chose qui nous semble également, très importante, c'est d'être en capacité d'expliquer votre décision. Derrière la capacité d'expliquer votre décision, on va parler d'honnêteté. Là encore, il n'est pas, nécessaire de raconter, des histoires, qui ne pourraient pas se confirmer, étant donné que, dans le monde du travail, tout finit toujours par se savoir et cela pourrait nuire à votre image, nuire à votre réputation et il serait dommage de quitter un employeur, avec, quelque chose qui n'est pas, en tout cas, très honnête dans l'expression. Exprimer après, sa décision, c'est aussi exprimer simplement ses raisons, sans rentrer dans la justification, mais pour autant être capable d'expliquer la cohérence entre, votre choix et vos envies et ça ne fera que fluidifier la suite des opérations. Le troisième aspect, c'est vraiment de limiter les critiques et de modérer vos propos. La critique, par définition, c'est une stratégie qui n'est pas payante. C'est vraiment une stratégie dangereuse et encore une fois, n'oubliez pas que votre employeur aujourd'hui pourrait être demain contacté par votre futur employeur dans le cadre de contrôle de référence et il serait dommage que vous ayez été très critique, et donc plutôt à charge, vis-à-vis de votre employeur. À l'inverse, si, cette critique est positive et permet à l'organisation une amélioration de son fonctionnement au niveau de l'entreprise, on ne peut que vous conseiller de le faire tout en mesurant et en modérant les propos, que vous allez pouvoir, en effet utiliser. Le quatrième point qui est, de considérer une éventuelle contre-proposition. Aujourd'hui, votre employeur n'est peut-être pas au courant, de vos envies d'ailleurs et pourrait en tout cas, être surpris, et vouloir vous proposer autre chose. Donc une proposition, si elle est arrivée, ne veut pas toujours dire une augmentation de salaire. Une contre-proposition, ça peut aussi être quelque chose par rapport à votre équilibre de vie. Essayer d'avoir un aménagement un petit peu plus, simple et qui corresponde davantage, à vos souhaits en termes d'équilibre de vie. Ça peut être des nouvelles responsabilités, un nouveau poste, un nouveau projet. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent, en effet, être mises dans une, contre-proposition. U une chose qu'on peut évoquer, d'expérience, si, la seule raison qui vous a poussé à quitter votre employeur est, le salaire,
Une contre-proposition est rarement la solution idéale. On peut constater, par rapport à des, échanges qu'on peut avoir avec des candidats ou d'autres salariés qu'en règle générale, une contre-proposition, si elle est uniquement salariale, aboutira sur un départ quelques mois plus tard. Un 5e point est de vous mettre d'accord sur les formalités avec votre employeur. Cette étape-là est vraiment cruciale et essentielle pour le bon déroulement de la suite et envisager la suite sereinement. Il est donc important de vous mettre d'accord avec votre responsable sur tous les éléments qui sont négociables, la durée de votre préavis, est-il négociable? Savoir si vous avez des clauses qui sont afférentes à votre contrat, comme par exemple une clause de non-concurrence, et être en capacité de pouvoir en effet évoquer ces points lors de cette phase de mise en accord sur les formalités et de ce constat-là, pouvoir évoquer la gestion de la passation et aussi l'annonce au niveau de l'entreprise. Et le dernier point, qui est de rester professionnel jusqu'au bout, encore une fois, même si la communication est essentielle, votre comportement le sera tout autant. Un préavis va durer entre 1 et 3 mois, autant que cette période se passe dans les meilleures dispositions et que vous puissiez rester en bonne relation et ensuite préparer bien entendu votre départ, le fameux off-boarding, auprès des, collaborateurs et collaboratrices avec lesquels vous avez, eu l'occasion de travailler. N'hésitez pas en effet à les remercier et à pouvoir faire, un mot d'au revoir. Merci beaucoup, Julien. Alors, on va aborder, cette troisième et dernière, partie, qui est, l'après-démission. Même si aujourd'hui, pour la majorité des candidats, quitter un emploi signifie, s'adresser et aller vers un projet, professionnel. Comme le disait Julien, l'évolution des attentes des candidats, le rapport aussi au travail des nouvelles générations, font que globalement, les salariés ont moins peur de quitter leur emploi pour reprendre leurs études, se reconvertir ou encore voyager ou se consacrer à un projet personnel. Et pour d'autres, la quête de sens, d'utilité ou même d'entrepreneuriat vont les motiver dans leur départ. On va s'attarder dans un premier point sur la mobilité professionnelle, puisqu'effectivement, selon une étude PageGroup, 52 des répondants quittent leur emploi pour un projet, professionnel et donc la mobilité professionnelle est le premier moteur, de l'après, démission. Alors, on a essayé de schématiser finalement, cette mobilité professionnelle avec une première mobilité qui est peut-être la plus attendue, la plus courante, qui est la mobilité, verticale. Celle finalement où on a une volonté d'aller, upgrader, sa fonction, d'aller chercher à l'externe ce que l'interne ne peut pas nous proposer pour X ou Y raison, qu'on cherche à aspirer et qu'on cherche à aller, retrouver dans une autre structure. Vous avez après la mobilité géographique, qui est une mobilité qui a connu une vraie accélération avec la période Covid. Alors, ça existait déjà avant, on avait senti vraiment des attentes déjà fortes avant la pandémie, mais ça a été un réel accélérateur, hein, le Covid à ce niveau-là, et je peux en parler étant basée en région. J'ai pu en tout cas constater une hausse des attentes des candidats à ce niveau-là, soit liée d'ailleurs à un suivi de conjoint, soit lié à une volonté de rapprochement familial ou projet familial plus classique. Enfin, la mobilité horizontale, c'est celle qu'on va d'ailleurs sur laquelle on va s'attarder un petit peu, qui est la mobilité liée à une volonté de transition professionnelle, de reconversion, de changement d'activité. À titre d'exemple, un commercial qui aujourd'hui est dans une activité A et qui veut garder son métier, mais aller vers des produits qui font plus sens pour lui, qui lui évoquent plus de choses par rapport à ses valeurs, par rapport à ses envies. Ou alors, on a vu aussi des profils, par exemple financiers, tout plaquer et décider de se reconvertir vers des activités manuelles parce que voilà, c'était porteur là également de beaucoup de choses pour eux. Donc finalement, la mobilité, quelle qu'elle soit à ce niveau-là, elle se prépare. Il faut vouloir faire le point sur vos envies, sur vos attentes, identifier vos motivations et puis faire le point après sur vos compétences pour voir quel plan d'action mettre en œuvre. Merci Céline pour cette belle transition. En effet, on parle, cette partie-là de la reconversion ou du projet professionnel. Alors il y a déjà un élément qui est clé, c'est que, depuis le 1er novembre, 2019, vous avez, dans le cadre d'une reconversion, d'un projet professionnel, que ce soit de création ou de reprise d'entreprise, la possibilité de bénéficier d'un accompagnement et donc, de bénéficier d'une allocation, chômage, à partir du moment où vous démissionnez. Après, se lancer dans une reconversion ou dans
dans un projet professionnel, ça demande un petit peu de préparation. On ne le fait pas comme ça sur un simple coup de tête et c'est ce que je voyais un petit peu dans certains commentaires sur le chat. Mais aujourd'hui, comment se lancer? Encore une fois, l'objectif est un peu de vous simplifier les démarches et pour simplifier les démarches, on a défini 3 étapes qui permettent en effet de se lancer dans les meilleures conditions. La première, c'est de se poser les bonnes questions. Savoir pour quelles raisons vous souhaitez vous reconvertir, quels sont les secteurs dans lesquels vous auriez, envie de travailler, en tout cas aujourd'hui, quels sont les métiers qui vous intéressent, qui vous motivent et qui font sens? Est-ce que vous devez, par exemple, reprendre une formation spécifique ou est-ce que les métiers qui vous intéressent sont compatibles avec vos valeurs, avec votre rythme de vie, avec ce fameux équilibre et votre bien-être qu'on évoquait tout à l'heure? Une deuxième étape qui va être de définir, en effet, votre projet. Quelle formation je dois suivre? Quelle est la durée de cette formation? Pouvoir sélectionner les entreprises, pour lesquelles vous avez, une attirance et les entreprises avec lesquelles, en tout cas ou dans lesquelles vous aimeriez travailler. Pouvoir suivre leurs actualités, vous renseigner sur les métiers, les tendances, les évolutions et bien sûr, comme on l'évoquait tout à l'heure, pouvoir identifier les différentes aides qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans le financement de ce projet. Et enfin, le troisième point, qui est pas le point le moins négligeable, qui va être de planifier et de passer à l'action. Planifier, bah, ça va être commencer à postuler à des offres si vous avez déjà un schéma, de repartir dans un autre secteur d'activité sur un éventuel, autre poste. Si vous êtes perdu, pourquoi pas, bénéficier d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'orientation. Vous inscrire à des masterclass, à des webinaires comme vous le faites aujourd'hui et on vous en remercie, encore une fois et surtout donnez-vous un objectif clair, précis et notamment, mesuré dans le temps, pour vous fixer une date limite, par rapport à la réalisation de ce projet. Après, en aparté, on indique quels métiers et secteurs sont à privilégier. Bien entendu, les métiers de la santé, les métiers de l'informatique, les métiers du transport et de la logistique sont des métiers, qui, aujourd'hui, sont, fortement, pénuriques et demandés. Mmh. Mais on a aussi, des métiers qui vont être liés et vous l'évoquiez tout à l'heure, à la transition écologique, Mmh. qu'on parle de décarbonisation, pardon, d'énergie renouvelable, de rénovation énergétique et selon, certaines organisations, on a, plus de 24 millions de postes qui vont être créés en lien avec la transition écologique d'ici à 2030. Oui. Pour aller un peu plus loin, on a, en effet différents accompagnements qui peuvent être faits, par des organismes d'aide à l'emploi, hein. On parlait de Pôle emploi tout à l'heure, on a aussi l'APEC. Sachez que l'APEC propose notamment des ateliers qui sont gratuits, qui sont sur une durée d'1 heure, sur la reconversion, comment faire et qui sont, là pour vous aider à, faire les bons choix et à trouver les bons accompagnements. Vous pouvez également utiliser des réseaux associatifs, dans l'accompagnement. On a, notamment un de nos collaborateurs qui a pu intervenir, par rapport au réseau Diversité, sur, en effet un programme de leadership, qui était destiné à des start-upers et start-upeuses, sur lequel il a pu, parler de sujets, people, sur le management, et notamment sur cette notion de recrutement. Vous pouvez également faire appel à des coachs spécialisés ou, comme on le disait, tout à l'heure, des cabinets. On sera là pour vous conseiller, pour vous, orienter, pour vous parler des nouvelles tendances du marché, des compétences que vous avez eu l'occasion de développer et vers quel type de métier ou de secteur d'activité elles peuvent être en effet, duplicables, que ce Oui. soit en termes de freelance, management de transition ou de conseils carrière qu'on pourrait vous donner, notamment aussi, lors de webinaires. Et je finirai après par, n'hésitez pas à consulter le CPF. C'est un bon moyen d'autofinancer, en effet, votre conversion et d'avoir cette capacité, en effet de choix, par la suite, tout comme le sera votre entourage et les réseaux, professionnels, de manière plus globale. Oui, tout à fait. Alors, juste un petit mot effectivement sur les cabinets de recrutement. C'est notre rôle hein, de pouvoir rentrer en contact avec vous, d'échanger avec vous. Je rencontre quotidiennement des candidats dans un cadre général, pas forcément lié d'ailleurs à un poste donné, mais qui se questionnent sur une connaissance, en tout cas du réseau local, qui ont besoin d'être guidés sur bah, où est-ce qu'ils pourraient aller demain avec leurs compétences, aussi bien sur la partie hard skills que soft skills. Donc, on est vraiment là aussi pour accompagner, pour vous guider. On n'a pas forcément toutes les cartes, mais on peut vraiment amener ce questionnement auprès de vous qui aussi puisse faciliter votre décision, votre prise de décision.
Alors le dernier point qu'on voulait aborder qui est, voilà finalement, le point de retourner, chez, son ancien employeur. Alors, cette pratique pendant longtemps, elle était taboue en France. Loyauté, oblige, très présente dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons et qui tend, aujourd'hui à se démocratiser, de plus en plus. Un chiffre intéressant, sur ce qu'on appelle, les salariés, boomerang, c'est que 43 des Français, déclarent qu'ils pourraient retourner travailler pour l'un de leurs anciens employeurs et 16 l'ont même fait. Donc finalement, le salarié boomerang, c'est ce salarié qui quitte l'entreprise pour y revenir ou pour presque, on pourrait dire parfois, mieux y revenir. Ça peut être au bout de quelques mois, comme au bout de plusieurs années. Donc on en revient à la nécessité, hein, de soigner, sa sortie, de faire les choses, correctement, proprement, comme je peux le dire à certains de mes candidats. C'est vraiment selon nous quand même une démarche, gagnant-gagnant, puisqu'effectivement, ça amène à des promotions, des élargissements de missions, potentiellement aussi une hausse de rémunération et puis, une connaissance quand même déjà de l'environnement, une intégration simplifiée à ce niveau-là, qui, vous permet en tout cas de pouvoir, appréhender, apporter aussi, de nouveau, les expériences que vous avez eues entre-temps au profit, de cette entreprise que vous connaissez déjà. Et on le vit, Est-ce aussi que, tu voulais chez Page, hein. rajouter, On l'a, quelque chose, Julien? ah ouais, si vous Je pense qu'on a m'entendez? de nouveau perdu Julien à ce niveau-là. Alors hop, moi je vais, pouvoir effectivement, aborder alors on a voulu, voilà simplifier, hein, cette notion de d'émission, de ce besoin changement qui est au cœur de beaucoup, pour vous. Et l'idée c'était, justement de pouvoir passer un temps, de questions-réponses, qui est important, pour nous à ce niveau-là. Donc je vais prendre quelques questions et revenir vers vous maintenant. Alors il y a une question de Marie qui, comment entrer en contact avec un recruteur? Alors vous avez différentes possibilités, vous avez la capacité déjà d'adresser une candidature, spontanée via notre site, Michael Page ou page personnelle ou les différentes marques que j'ai pu vous citer. J'ai aussi des candidats aujourd'hui qui me contactent par le biais de LinkedIn en m'envoyant leur CV, en m'évoquant ce que peut être leur projet professionnel et savoir si j'étais en capacité effectivement de pouvoir les accompagner, les guider ou en tout cas les orienter vers quelqu'un qui pourrait être à même de les accompagner dans leur démarche. Julien, je crois on te réentend de nouveau. Vous m'avez retrouvé? Ouais, on t'a Bon, retrouvé, bah, c'est super. tout Alors bon. je fais l'animateur boomerang, hein, me voilà revenu après, Voilà, on la 1re illustre. partie. Bon, je suis ravi, de pouvoir être de retour parmi vous et je disais en effet qu'on avait quand même, pas mal de gens qui sont, également chez nous revenus, après, être partis pendant, plusieurs mois ou plusieurs années et en effet, il y a beaucoup d'avantages, à ce retour-là et c'est une solution, notamment en cas de marché pénurique, souvent, peu utilisée et dont, les directeurs des ressources humaines, se penchent de plus en plus pour étudier la question. Bon. Alors, on était passé aux questions-réponses, pour tout te dire, Julien, Ah bah, pardon. et Pardon, pardon et ben, voilà, j'avais je appréhendé une première question qui était comment entrer en contact avec un parfait. recruteur. Donc, j'évoquais bien entendu, notre site, une candidature spontanée, aussi une approche par le biais de LinkedIn aujourd'hui qui est une approche beaucoup plus, démocratisée, là aussi et qui permet effectivement de cibler potentiellement, des interlocuteurs. Il y a d'autres questions auxquelles je voulais, me pencher. Il y en a peut-être une auquel tu souhaites répondre? Oui, il y a Stéphanie qui nous pose une très bonne question qui est, quelle autre idée à mettre en avant lorsqu'il n'y a pas de possibilité de discuter, d'une démission avec son N+1? On va dire la possibilité la plus, facile va être, de prendre contact avec les ressources humaines et de pouvoir échanger directement, avec les personnes des ressources humaines. De toute façon, dans un processus de démission, vous allez informer en effet votre, responsable hiérarchique et à un moment ou un autre, les ressources humaines entreront également, dans la boucle et donc il est, pas, en tout cas, déraisonnable de passer directement si la relation est trop compliquée ou trop, en tout cas particulière avec, votre N+1, de passer directement une fois que vous l'avez, tout de même informé, avec, la personne des ressources humaines.
Et il y a une question de Claudia. Pouvez-vous aborder également l'abandon de poste, car mon employeur veut que je fasse les 3 mois de préavis, mais j'ai peur que je perde mon offre actuelle pour un autre poste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, les préavis, ils sont réalisés, très souvent aujourd'hui, dans leur intégralité, puisqu'on est face à une pénurie de profils et on a, beaucoup du coup, de préavis chez nos candidats qui sont réalisés dans leur entièreté. Maintenant, votre prochain employeur doit pouvoir entendre aussi, que lorsqu'on va adresser un candidat en poste, il est, effectivement, soumis à un préavis et donc pas toujours négociable puisque ça reste une négociation à ce niveau-là, et que c'est un élément en tout cas, qu'il doit aussi prendre en considération. Maintenant l'abandon de poste, c'est, aussi un acte beaucoup plus fort à ce niveau-là. C'est quelque chose qui peut être abordé, mais qui là aussi doit se négocier avec, votre employeur. Je ne sais pas si Julien, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau? Non, non, je pense que tu as, dit l'essentiel. En effet, la difficulté, par rapport au préavis, c'est que vous êtes, en effet, tenu de respecter, la durée légale du préavis si vous n'arrivez pas à vous entendre, sur une réduction ou en tout cas une négociation de ce préavis. Donc le risque, c'est que votre employeur vous demande des dommages et intérêts, en non-respect, finalement de ce préavis, qui pour lui n'aura pas été effectué, vu que vous aurez décidé, de manière unilatérale, d'abandonner votre poste. Donc il faut plutôt essayer de mettre en avant les raisons pour lesquelles vous souhaitez partir et de voir de quelle manière vous pouvez, en effet, avec cette même personne, trouver un terrain d'entente et finalement, en contrepartie également, parler des problématiques, des difficultés que vous rencontrez avec votre employeur actuel, par rapport à l'entreprise qui vous attend et si j'ai bien compris, qui vous attend, plus rapidement que ce que vous ne pouvez être disponible. Il y a une question de Je Ludovic. vais enchaîner sur Ouais, exactement, voilà. c'était la question sur laquelle j'étais. Savez-vous s'il y a de fortes orientations de démissionnaires vers du portage salarial et être plus libre de son temps de travail et de sa vie personnelle? Écoutez, on parlait tout à l'heure de flexibilité, de liberté, d'autonomie. Donc c'est des éléments qui sont, forts notamment, sur les générations, Z et les millennials, hein, jusqu'à, 34 ans de mémoire. Hem, on n'a pas de chiffres, en tout cas, j'ai pas de chiffres par rapport à cette notion-là. Une chose est sûre, c'est que toute la notion de portage salarial, de freelance, de contracting sont en effet des choses qui, grandissent, de plus en plus, vers lesquelles, beaucoup de gens avec, Mmh, déjà une expérience professionnelle, souhaitent, et désirent s'orienter. mmh. Donc oui, je pense que dans les mois, dans les années à venir, cette dynamique va continuer, en tout cas d'apparaître et ça vous permet, si vous arrivez à trouver le bon modèle, en effet, d'avoir cette fameuse liberté, et ce choix, en effet, dans les missions que vous allez pouvoir réaliser de ce côté-là. Alors, je suis tout à fait en phase avec, ce que Julien évoque. On voit aussi quelques candidats, hein, qui reviennent de ça, qui ont besoin aussi de retrouver, pour certains, une émulation, d'entreprise, et qui parfois se sont tournés vers du portage, se sont tournés vers, des approches aussi, beaucoup plus, simplifiées dans la gestion de son temps, de sa vie personnelle et qui, à un moment donné, reviennent aussi, dans le monde de l'entreprise plus classique, on va dire, pour aussi retrouver, cette dynamique de groupe. On a une autre question de Christelle qui, se demande s'il est possible de prendre une disponibilité auprès de son employeur pour préparer un diplôme, en contrat professionnel. Alors oui, vous pouvez le faire, soit, vous le faites sous un format, cours du soir en gardant en effet, la possibilité de travailler, chez votre employeur actuel, soit vous avez des congés spécifiques, qui peuvent être accordés, pour que ça vous permette d'avoir le temps de réaliser votre diplôme, en parallèle. Mmh, tout à fait. Une question de Jean-François. Comment, convaincre un recruteur pour recruter un senior de plus de 55 ans? Très souvent, on se sent rejeté par le recruteur à cause. Alors moi, c'est quelque chose que je combats, tous les jours, d'autant plus que je suis, sur, une marque, sur du cadre confirmé et que j'estime aujourd'hui que c'est véritablement, vous avez véritablement des belles compétences, à apporter. Il n'y a pas de nécessité de convaincre un recruteur lié à votre âge. C'est les compétences qui doivent prévaloir. C'est là-dessus qu'on doit capitaliser. C'est là-dessus qu'on doit mettre en avant, votre valeur ajoutée auprès de l'entreprise. Nous, en tant que cabinet et lorsque vous vous adressez
penser à un recruteur dans une structure donnée. Donc, je sais que vous n'êtes pas le premier à pouvoir faire ce genre d'approche et de remarques, et j'en suis véritablement navrée. En tout cas, sachez que nous, là-dessus, on combat ça véritablement, et on encourage en tout cas les compétences, le savoir-être au profit d'un poste qui nous est présenté et sur lequel nous sommes mandatés. Une autre question de la part de Mélik. Dans le cadre de l'inflation et des coûts énergétiques qui impactent les entreprises, est-il intéressant de démissionner en ce moment? La tendance recrutement 2023 n'est-elle pas à la baisse? Alors, oui, vous avez raison. Il y a une incertitude aujourd'hui, liée au contexte économique, liée aux éléments que vous évoquez sur l'inflation, qui doit et qui devrait être aux alentours de 8 à la fin de l'année, des coûts de l'énergie. Après, tout dépend de pourquoi vous souhaitez démissionner. Est-ce que c'est uniquement pour faire un gap salarial? Est-ce que vous démissionnez pour des raisons qui sont autres par rapport au sens, à l'utilité, ou un équilibre de vie qui pour vous n'est pas satisfaisant dans l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Et pour répondre à la deuxième question qui va concerner la tendance, aujourd'hui on pensait que ça allait déjà ralentir sur 2022 et c'est pas le cas. Les recrutements n'ont pas ralenti. 2023, bah, je saurais pas me prononcer. On va attendre de voir comment débute l'année. Une chose est sûre, c'est qu'il risque d'y avoir un phénomène de prudence, peut-être sur les premiers mois de l'année, Oui, de la tout à part fait. des entreprises et de la Mmh. part peut-être de candidats qui vont attendre de voir un petit peu quel va être le lancement de cette année 2023 avant peut-être voilà, de relancer de manière active des recherches. Donc peut-être un enjeu un peu plus conservateur sur cette fin d'année et ce début d'année 2023. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on aura un écroulement total du marché comme on a pu le vivre dans des crises précédentes, mais peut-être un léger ralentissement En tout dans cas, certains secteurs on le vit pas à et sur l'instant T, certaines hein. typologies. Mmh, mmh. En tout cas, c'est vrai qu'on pour le moment, l'activité, nous, reste très bonne. Mmh mh. Alors, une question d'Alexandra. On On entend beaucoup qu'il ne faut pas hésiter à demander un gros gap salarial en cas de changement de poste à l'extérieur, puisque les candidats sont en position de force. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, lorsque on va chercher, une nouvelle, opportunité, c'est l'occasion effectivement d'aller, faire valoir un gap salarial. Mais attention, le rapport de force, doit être équilibré. L'idée, ce n'est pas d'aller chercher le gap pour le gap, parce que, il est important aussi que vous puissiez, faire un point sur, votre valeur sur le marché. D'ailleurs, on a une étude de rémunération, qu'on mène chaque année qui vous permet aussi de projeter, ce que peut être votre valeur sur le marché. Demander un gros gap, oui et non, tout dépend comment ça se justifie, comment vous l'argumentez, sous, quels critères. Oui, on a plutôt tendance à dire que quand on change de poste, on peut chercher le gap salarial, mais c'est pas toujours le cas. Vous avez aussi des candidats qui vont aussi aller rechercher d'autres éléments qui seront de nature à appréhender l'évolution, ou en tout cas le changement de poste sous d'autres critères. Et pour compléter ce que disait Céline, on se rend compte que tout va dépendre de l'attention aussi sur le marché du poste recherché. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises peuvent avoir des besoins qui sont stratégiques et donc pénuriques au sens premier du terme, avec une capacité peut-être dans ces cas-là d'avoir une proposition peut-être en tout cas supérieure au marché versus d'autres entreprises pour lesquelles le poste ne sera pas aussi stratégique, pourra être davantage, en effet, cadré par une grille de salaire équivalent à une typologie de poste et sur lequel vous aurez peut-être un gap salarial qui sera moins fort et moins prononcé. Je rebondis également sur une question de Richard. En cas de rupture conventionnelle, quelles sont les négociations raisonnables à mener, équivalent de mois en salaire? Alors, ça dépend en effet de beaucoup de choses. Ah, Le Julien, je premier pense élément, qu'on a au-delà de des nouveau négociations. un
Là-dessus, je pense qu'on ne t'entend plus, Vous Julien, m'entendez? malheureusement. Alors, je vais reprendre du coup la question. En cas de rupture conventionnelle, quelles sont les négociations raisonnables à mener, équivalent de mois de salaire? Je pense que ce que voulait évoquer Julien, c'est que ça dépend effectivement des pratiques de l'entreprise. Est-ce que Julien, tu es là? Je te vois revenir. Et est-ce que tu nous entends? Julien, est-ce que tu nous entends? Malheureusement, non. Je suis vraiment navrée de ces soucis techniques. Donc les négociations, elles sont, effectivement, il faut trouver quelque chose de raisonnable. L'idée, c'est de aussi voir ce qui a été, courant dans les pratiques, de l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de ce qui a pu être réalisé aussi, dans d'autres cas de figure. Mais l'idée, c'est effectivement, de pouvoir, ça va être vraiment très, très, varié en fonction d'un environnement à un autre, d'un contexte à un autre. Bon, je vais poursuivre du coup sur une autre question. Selon votre expérience, est-ce qu'il est bien d'annoncer oralement sa démission, sachant que l'entreprise risque de tout faire pour vous faire rester et peut-être vous poursuivre comment être sûr que le courrier n'aura pas plus d'impact? Alors, l'oral, c'est très important parce que l'idée, c'est aussi d'avoir de continuer cette relation de confiance que vous avez eue avec votre manager et aujourd'hui, pouvoir adresser oralement les choses, c'est quand même nécessaire dans un premier temps, mais il sera de toute façon important de pouvoir rédiger une lettre de démission derrière et qui comprendra les éléments importants dans le cas d'une démission pour aussi acter les choses concrètement. Mais l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire et effectivement, l'entreprise peut avoir envie, de vous garder. On pense parfois avoir fait le gros du boulot en ayant passé des entretiens, en ayant, finalement trouvé une autre opportunité et puis finalement votre entreprise, est surprise, déçue et souhaite vous garder. Alors c'est plutôt valorisant, à ce niveau-là, mais tant que votre projet est clair, tant que c'est acté pour vous, et que vous l'exprimez clairement à l'oral et puis à l'écrit, à ce moment-là, il y a pas de devrait pas y avoir de souci. Julien, je ne sais pas si tu es revenu? Je suis Oui, revenu, mais je ne sais voilà. pas si vous m'entendez. Si, si, on Super, t'entend cette fois. C'est bon. décidément, Mmh. décidément. Voilà, alors on a fait le tour, il me semble, des questions. Est-ce qu'il y en a certaines que j'ai peut-être manquées ou Julien, tu en as vu peut-être de ton côté? Alors tu as répondu à quelle question en dernier Eh là? bien, j'ai Entre moi je me répondu, suis du coup déconnecté. hop, je me remets, à celle de Boris. La dernière que je viens de sur laquelle je viens de répondre, c'est celle de Boris. D'accord. Et juste avant que ça coupe, je citais, la question de Richard qui Tout était à en fait. cas de J'y ai rupture commencé à conventionnelle, répondre, quels mais sont tu peux peut-être les compléter. alors surtout au-delà de alors je sais pas ce qui a été dit, mais il y a des indemnités qui sont, prévues, par les conventions collectives, Tout à fait. qui vont dépendre du nombre d'années, et qui sont en effet des indemnités, minimum auxquelles vous pouvez en effet, prétendre à des négociations pour avoir, plus que ce qui est, prévu, par la convention collective et en fonction des conventions, vous avez des choses qui sont plus ou moins et vous avez ensuite après, l'indemnité de préavis, qui va, également courir sur cette période-là, pendant toute la durée de la rupture et ça me fait penser à une autre question qui était de savoir si l'employeur en cas de rupture peut faire, traîner les choses. Hem, oui et non, si vous voulez, l'employeur à partir du moment où il engage une rupture, conventionnelle, c'est que c'est un accord entre vous et l'employeur. Donc l'employeur n'a pas, pour objectif de ralentir. Au contraire, il est plutôt d'accord sur, l'idée, de trouver, un point d'accord à l'idée d'arrêter, la collaboration et finalement, une fois que vous êtes tombés d'accord, vous avez, vous comme lui, un délai de rétractation qui est de mémoire de 15 jours et ensuite, une fois ce délai de rétractation, il y a un envoi, du dossier, à en effet, une organisation de validation et cette organisation de validation a également de mémoire entre 15 jours et un mois pour valider le dossier. Donc c'est des éléments qui peuvent pour vous, peut-être, donner la sensation qu'il y a un ralentissement, que ce ralentissement peut être peut-être causé par votre, entreprise ou en tout cas votre responsable. Mais je doute que l'entreprise ait, à cœur de vouloir ralentir les choses.
à partir du moment où elle a donné son accord pour partir sur cette option. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, toujours. Très bien. Parfait. Je doute maintenant, je doute. La peur de la coupure m'habite. Frédéric, tu avais répondu à la question de Frédéric? Non. Non. Est-il courant de signer une promesse d'embauche dans le cadre d'une transition d'un emploi à un autre? Oui, encore plus quand vous avez, un préavis à réaliser, quand vous quittez votre entreprise, alors tout dépend après si vous êtes en CDI, ou pas, notamment dans le cadre de missions, de travail temporaire ou, de CDD, il faut pouvoir justifier, la preuve que vous quittez et vous démissionnez, notamment pour, un CDI. Donc en effet, ces documents sont en effet, clés. Après sur la partie CDI, c'est aussi pour vous, un signe, d'engagement de l'entreprise qui va en effet, vous promettre une embauche, sur tel type de poste, à tel niveau de rémunération, au plus tard à telle durée, qui pourra dépendre en effet, de la négociation que vous allez réussir à entreprendre avec votre entreprise actuelle Mmh. sur la Qui vous durée de votre protège. préavis. Tout à fait. Alors je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. On va essayer de répondre encore à Je crois quelques qu'il nous reste questions. encore quelques. Touc. Est-ce trop tôt? Alors, on a une question de Marion également. Est-ce trop tôt de changer de poste après 2 ans d'expérience dans son premier emploi? Bah, oui et non, pareil, Oui, si vous estimez avoir fait le tour et que vous avez des envies d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans un schéma où, en moyenne, on va, quitter son emploi entre, 5 à 6 fois, sur, une carrière professionnelle versus, 1 à 2 fois, pour les anciennes générations, ce qu'on appelait les baby boomers. Donc en effet, il y a un rapport au travail qui est différent, avec des cycles liés au travail qui peuvent être différents et 2 ans, non, me semble pas, quelque chose de prématuré, à partir du moment où vous êtes questionné et que, votre décision, en effet, est réfléchie et fait sens pour vous, il est, pas, en effet, anormal de quitter, au bout de tout à 2 fait. ans d'expérience et je pense qu'on est plutôt dans une moyenne entre 2 et 3 ans sur la première expérience professionnelle, généralement avant que les gens, commencent à quitter, en tout cas leur 1er emploi. Je suis en phase là-dessus. Effectivement, c'est une question qui se retrouve beaucoup chez des candidats qu'on peut avoir en ligne, régulièrement et on adosse ce type de questions, de réponses en tout cas. Ce n'est pas anormal. Maintenant il faut avoir, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir fait le tour du poste? Quelles sont vraiment les raisons qui motivent? Mais je pense que c'est lié aussi à un rapport au travail qui diffère de ce qu'on a pu connaître par le passé. Voilà, Je suis en train de revoir. N'hésitez pas s'il y a, des questions, je suis en train de voir si on a d'autres alors, j'ai une question de questions. Vincent. Doit-on obligatoirement fournir nos derniers bulletins de salaire si un recruteur ou une entreprise nous le demande pour justifier ou vérifier notre salaire actuel, dans le cadre de la négo sur le nouveau salaire pour le nouveau poste? Alors, nous, par exemple, on a une obligation contractuelle qui nous oblige à valider un contrat de travail ou une en-tête de bulletin de salaire. L'idée, c'est pas de vérifier véritablement votre salaire actuel, mais c'est plutôt de s'assurer que vous êtes en poste depuis le temps que vous évoquez, dans la structure que vous évoquez, à la fonction que vous évoquez. C'est des éléments effectivement qui, parfois font frein sur, plusieurs profils, mais à ce stade, l'idée c'est de jouer le jeu jusqu'au bout. Nous, on n'est pas là pour vous freiner aussi, dans les négociations salariales. Il m'arrive aujourd'hui, d'amener des candidats sur des ups de rémunération, nettement plus importants parce qu'ils sont actuellement dans une rémunération qui n'est pas du tout en phase avec les valeurs de marché ou avec le type de profil et de poste sur lequel ils vont être positionnés. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de refuser pour le coup, mais l'idée c'est plutôt là de vous accompagner et puis de vérifier, et là je parle plutôt au niveau nous du cabinet, certains éléments vis-à-vis de nos clients, mais qui peuvent tout à fait être cachés comme le niveau de salaire qui est le vôtre aujourd'hui. Est-ce que tu vois des choses à compléter, On a Julien? une Non, ça me paraissait très bien. Très bien. On a une très belle question de Muriel.
qui pose la question de comment négocier une clause de non-concurrence. Donc Mmh mh. c'est une bonne question. Derrière la clause de non-concurrence, il y a déjà, 4 points qui sont, essentiels, à savoir, est-ce que cette clause est valable? C'est-à-dire est-ce qu'elle, elle est justifiée par rapport au poste que vous occupez? La deuxième chose, c'est est-ce qu'elle est limitée dans le temps? Donc généralement, elle est, entre 1 et 2 ans. Le troisième point, c'est est-ce qu'il y a une limite géographique qui est proportionnelle au poste ou, au secteur d'activité dans lequel, vous êtes? Et le quatrième point est la contrepartie financière qui est non dérisoire et qui est prévue par les conventions collectives. On est de l'ordre d'une moyenne de 30. Après, comment négocier une clause de non-concurrence? Généralement, j'ai plutôt tendance à vous préconiser de jouer franc jeu. On est souvent sur des, on va dire, culture d'entreprise. Certaines entreprises vont, systématiquement appliquer une clause de non-concurrence, d'autres entreprises vont lever quasiment systématiquement. Donc j'ai tendance à vous dire de jouer franc jeu et d'expliquer, en tout cas, les raisons de votre départ et ce que vous allez faire à votre employeur. Si, la personne n'est pas, réceptive, à ces éléments-là, il vous est toujours possible d'essayer de négocier les éléments de la clause, que ce soit en termes de durée. Si vous avez par exemple une clause, de 2 ans, essayez peut-être de la négocier à une durée, inférieure, tout comme la limitation géographique est, quelque chose qui peut être, également, négociable. Donc essayez de trouver un point d'accord tout en conservant cette clause si votre employeur ne veut absolument pas, en tout cas, vous en libérer, mais que ça vous permette en effet, de pouvoir, continuer à travailler. Après l'objectif et le but, hein, ce qui est prévu par la loi, c'est que ça ne doit pas vous contraindre et vous empêcher Dans votre de liberté. travailler. Mmh mh. Donc j'espère avoir, en effet répondu à votre question. Il y a une question d'Alice: «Comment justifier une démission auprès de potentiels futurs employeurs?» J'ai envie de vous dire que c'est lié aussi à vos motivations, à, si la décision était réfléchie, elle était liée à un projet qui était clair. Heu, Nous sommes là pour entendre aujourd'hui, pourquoi du comment et le justifier ensuite auprès, potentiellement aussi de clients lorsque vous passez par un cabinet de recrutement. Il y a pas de nécessité de justifier véritablement, mais d'expliquer finalement un parcours de vie. Un parcours professionnel, c'est souvent lié aussi à un parcours de vie, et une démission peut s'expliquer, peut s'entendre à différents points de vue. On n'est pas obligé non plus rentrer dans la surjustification, justement, mais si, c'est fluide, si ça nous semble en phase aussi avec, un instant T de votre vie, à ce moment-là, ça s'explique normalement assez naturellement. Je pense qu'on a fait le tour, on arrive proche de l'heure, donc merci à toutes et tous, de vous être, connectés. On a vu que ça avait, créé pas mal d'engagement et d'engouement, en tout cas sur ce webinaire. On espère, en tout cas avoir répondu à la majorité de vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, très active. Merci Céline, de m'avoir permis de co-animer avec toi. C'était un plaisir d'être avec Également, vous, en plaisir tout cas partagé. et d'être avec toi, aujourd'hui. On va, vous envoyer un lien avec une enquête de satisfaction. Donc, ce serait sympa si vous pouviez, prendre 2 minutes pour, en tout cas la remplir et qui va surtout porter sur, en effet, la prestation qu'on a pu réaliser aujourd'hui avec Céline. Est-ce qu'elle, vous a apporté les réponses, que vous attendiez? Et est-ce que, bah, vous aimeriez une nouvelle édition peut-être sur l'année 2023 avec les mises à jour en tout cas, des tendances, marché, de l'année 2023. En tout cas, merci encore une fois à vous. Oui, On vous merci souhaite pour de tout. joyeuses fêtes de fin d'année. Oui. Navrée pour les petits, bugs techniques qui, sont venus un Ouais, petit peu, malheureusement. voilà, entacher cette session. En tout cas, voilà, merci. Merci Julien, également. Merci à vous pour votre participation, pour vos questions et puis effectivement, avec un peu d'avance, en tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous.